Laurent Mouly qui va nous présenter des projets de réhabilitation utilisant justement, me semble-t-il, assez généreusement les bétons de chanvre. Bonjour, je vais démarrer tout de suite, sans attendre. Donc, moi, je suis ingénieur et architecte et donc je travaille au sein d'un petit bureau d'études qui s'appelle LM Ingénieur, dans lequel je suis associé à mon frère Grégoire qui est thermicien. Donc, moi, je suis plutôt constructeur, je suis à la base ingénieur structure et mon frère Grégoire, il est ingénieur en mécanique des fluides. Et donc, ensemble, on aborde la question de la matière sous un angle mixte, c'est-à-dire à la fois comment elle se tient, comment elle se porte, et en même temps comment est-ce qu'elle interagit avec l'environnement dans lequel on habite. Et donc on a, il y a quelques années, été questionné par un ami architecte qui s'appelait Olivier de Certeau et qui nous avait posé la question de savoir comment il pourrait éventuellement intervenir pour un petit hôtel particulier à Paris qui était l'hôtel Matagon, qui est un ensemble de bureaux de la RIVP, et sur lequel il était en train de prévoir un petit projet, c'est-à-dire que la solution proposée, c'est celle qui est en partie haute sur le petit schéma de gauche, c'est-à-dire une isolation par l'intérieur en fibre. Non, c'est en polystyrène avec un BA13. Donc ça, c'était la solution du projet. Et il était un petit peu interrogatif par rapport à cette solution. Et du coup, il nous a demandé comment est-ce qu'il serait éventuellement intéressant d'intervenir pour peut-être mieux protéger ce bâtiment ancien. Et donc, on a à cette occasion découvert le béton de chanvre, grâce à l'opération réalisée par l'agence Méandre, qui est la maison diocésaine, qui était une réhabilitation. Donc à l'époque, on est en 2008 hein, quand tout ça se passe. Donc la maison diocésaine, c'est un projet assez ancien qui a été entièrement rénové avec des enduits chaux-chanvre, avec des résultats qu'on nous disait, alors on ne l'a pas visité, mais des résultats qu'on nous vantait comme assez extraordinaires en termes de confort. Et donc... Et donc, on a proposé une petite variante qu'on a étudiée à cette époque-là, qui était donc de coupler, c'est le petit schéma du bas, de coupler un enduit isolant chaux-chanvre en ravalement extérieur avec un doublage isolant intérieur, chaux-chanvre aussi. Donc on est sur un complexe un peu différent, avec un peu d'isolation extérieure. Donc du coup, c'est relativement intéressant pour l'isolation des ponts thermiques. Et quand on compare les deux bilans thermiques de ces deux hypothèses, à gauche la solution de base et à droite l'alternative chaux-chanvre, vous avez chacune des colonnes qui correspond à une partie des déperditions. Donc la première colonne, c'est les parties opaques, et la colonne jaune qui va nous intéresser, c'est les ponts thermiques. Et vous voyez l'équilibre très très différent entre ces deux démarches. Le fait de rajouter un petit peu d'isolant extérieur change nettement la donne. Et donc ça nous a fait une première introduction. Alors le chaux-chanvre, qu'est-ce que c'est plus précisément? C'est un matériau qui a une trentaine d'années d'existence en France, avec une filière qui est donc portée par Construire en Chanvre depuis une vingtaine d'années. Et par ailleurs, c'est un assemblage de fibres et de liants, et ces assemblages de fibres et de liants, ça reste des techniques qui sont finalement aussi très ancrées hein, dans les pratiques traditionnelles. Donc on peut associer chaux et chanvre de différentes manières. La chaîne vote, donc, qui est la paille du chanvre, et puis la chaux. On a donc des dosages que vous voyez figurer sur les deux petits schémas du bas. Soit on est avec très peu de liant et on va avoir beaucoup de vide et donc on sera plus isolant. C'est ce qu'on appelle le béton de chanvre. Soit à droite, on a plus de liant et là on est plutôt sur des mélanges de type enduit. Et donc on avait développé ça sur un premier projet réellement, parce que l'hôtel Matagon dont je vous ai parlé, c'est pas réalisé, mais donc rue de la Huchette, on a gagné un petit concours en 2008 avec Dumont et Legrand architectes pour la RIVP.
Il s'agissait d'un petit bâtiment de logement avec donc sur cour un bâtiment de distribution. Et donc ce bâtiment de logement, on l'a réhabilité assez simplement en utilisant les principes qu'on avait mis en place sur l'étude de Matagon. Donc enduit isolant sur les façades en extérieur chaud-chanvre, et puis doublage intérieur en béton de chanvre. Nous, ce qui nous intéressait, alors j'ai peu de temps, mais évidemment, quand on aborde un projet de bâti ancien comme ça, on a fait une phase de diagnostic très, très poussée. On a essayé de découvrir chaque partie de maçonnerie pour essayer de comprendre de quoi est-ce qu'elle était composée. Et quand on a vu ce bâtiment dont tous les planchers commençaient à s'affaisser, on a été assez soucieux de se dire... comment est-ce que notre intervention avec ce bâtiment qui avait, puisqu'on a retrouvé des traces sur des plans du 18e, donc ce bâtiment qui avait quand même 200 ans révolus, peut-être plus, comment est-ce que notre intervention, elle n'allait pas amorcer la ruine de ce bâtiment, parce qu'on parle de pathologie dans le bâti ancien, pathologie avec l'humidité dont Samuel a un petit peu parlé. C'est beaucoup de sinistres, et nous on était des jeunes ingénieurs à l'époque et architectes avec nos copains du Mont-le-Grand. Ça nous préoccupait un peu, hein. Donc du coup donc là on voit le bâtiment réalisé. Du coup, on a donc pris le parti d'utiliser le béton de chanvre, ce qui se prêtait très très bien par ailleurs à une intervention dans un site très contraint, parce qu'on avait une toute petite courette, un passage étroit qui nous amenait sur les quais de Seine en face de Notre-Dame. Et donc, on a pu mettre en place dans cette petite zone les deux machines qui permettent de projeter le chaud-chanvre. Donc une cardeuse à gauche dans laquelle on met la chaîne vote, et là donc ils sont en train de passer du mélange recyclé, et puis à droite le coulis de chaud qui va donc enrober la chaîne vote dans la lance de projection. Ça donne du coup deux types de mélange. Donc on a à gauche le chaud-chanvre qui est assez dense d'ailleurs là en chaud, et puis à droite c'est le corps d'enduit isolant qui utilise une chaux blanche un petit peu différente. Donc là c'est le corps d'enduit justement sur les murs extérieurs. Donc ces photos elles montrent un peu cette granulométrie un peu spécifique, hein, de ces enduits chaud-chanvre. Et donc, cette intervention, elle nous intéresse parce que finalement, quand on fait des petits calculs comme ça de transfert thermique dans les murs, on s'aperçoit qu'entre une solution où on aurait juste appliqué un isolant intérieur, le fait d'avoir une intervention mixte intérieur-extérieur avec l'enduit isolant, sur le bâti ancien, on a un fonctionnement qui est relativement proche du fonctionnement d'origine dans la maçonnerie, c'est-à-dire on laisse pas la maçonnerie totalement froide, hein, il y a un petit peu de transfert, un peu plus équilibré. Dans le détail, on a à gauche donc une coupe verticale et à droite une coupe horizontale sur une menuiserie. On voit simplement donc les 11 cm de enduit, 11 cm de doublage chaud-chanvre intérieur avec 10 ou 15 mm d'enduit. Et puis à droite, c'est l'enduit isolant extérieur de 40 mm chaud-chanvre avec 20 mm de finition rapportée. Donc ça fait un total de 60 mm. Et ce qui est intéressant sur la coupe horizontale à droite, c'est de voir comment on retourne l'enduit isolant jusqu'à la menuiserie et au niveau intérieur, dans les tableaux, on a un habillage en laine de bois rigide qui permet de faire le coffrage et donc qui facilite un peu la mise en œuvre du chaud-chanvre, en même temps que ça permet de traiter facilement le pont thermique. Donc le bilan thermique, je ne m'éternise pas, je vais vous raconter d'autres choses plutôt. Par contre,
Il y a, avec ces interventions chaud-chanvre, donc avec le recours à des matériaux biosourcés, on arrive à quelque chose d'intéressant, je pense, sur les bilans carbone. Alors ça, c'est des bilans qui datent un peu, parce que les projets, ils datent, et qu'on faisait nos bilans carbone en 2016. Pas tout à fait avec les mêmes normes qu'aujourd'hui. À l'époque, en 2016, on considérait que le chaud-chanvre pouvait capter du carbone, et donc dans le module D, on avait donc un bilan carbone négatif, hein, donc ça permettait de réduire très fortement les bilans carbone. Aujourd'hui, ça serait un petit peu différent. Mais ça reste malgré tout des matériaux à faible impact. Donc ce petit diagramme, il compare 3 situations. L'état initial, c'est-à-dire le bâtiment non rénové. Et donc en gris, vous avez les émissions qui sont liées à l'utilisation du bâtiment. Donc toutes les énergies consommées dans le bâtiment génèrent donc des émissions carbone. Le deuxième stade, c'est on se dit on fait une rénovation, alors on a marqué traditionnelle, mais il faudrait plutôt dire courante, avec des matériaux classiques, donc qui ne sont pas forcément des matériaux biosourcés, enfin pas du tout des matériaux biosourcés. Et troisième stade, on fait en plus un effort et on utilise des matériaux à faible impact. Ce qui nous intéresse, c'est que dans la progression, on pense que l'emploi de ces matériaux faiblement énergivores en général, il faut se bagarrer un peu encore pour bien valoriser les bilans carbone, hein. Le combat est loin d'être gagné, il y a beaucoup de chemin à faire. Mais malgré tout, ces matériaux, ils vont permettre de faire l'étape, je pense, qui est devant nous dans les gains de bilan global sur la construction. Et c'est évidemment l'objet de la RE 2020. Et donc, j'en viens à une troisième opération que je voulais vous présenter, qui était un peu l'objet de ce que m'avait demandé le CAUE. C'est une petite opération donc, qui est encore réalisée avec Dumont et Legrand, architecte à Brunoy, dans l'Essonne, au sud de Paris, pour Habitat et Humanisme. Donc maître d'ouvrage plutôt très social. Et donc, on a réhabilité un petit immeuble de logement. Donc là, vous voyez les bilans financiers, et on est à peu près à 3 000 euros un peu plus de 3 000 euros de coût de construction. Donc c'est assez cher, hein, mais vous allez voir que c'est une grosse réhabilitation. Donc on est dans un tissu très dense à Brunoy, avec un immeuble, un petit bâtiment de logement R+2+ comble, en très mauvais état, pour lequel on a dû donc intervenir finalement en faisant assez peu de choses, si ce n'est simplement le remettre en état. Mais la remise en état, elle a comporté beaucoup d'interventions à l'intérieur, puisqu'on a gardé que les murs extérieurs. Au final, le bâtiment, il ressemble à ce qu'il était avant, pratiquement. Alors, vous voyez là les plans état existant, on voit que c'est plutôt des très gros murs qui, par endroits, faisaient un peu plus d'1 mètre d'épaisseur. Et à l'intérieur, c'était une construction avec quelques éléments porteurs en bois et des planchers en solivage bois, mais beaucoup trop légers pour être conservés. Donc on a dû intégralement déposer. On a réaménagé l'ensemble en recréant des structures avec une nouvelle distribution. Donc le bâtiment a été sensiblement amélioré dans ses usages. Et puis on a reconstruit, donc ça c'est les plans, la coupe architecte, on a reconstruit tous les planchers, donc du coup on a réajusté un petit peu les hauteurs d'étage, ce qui a permis d'améliorer le confort des différents niveaux, notamment au dernier. Et là on voit sur les plans de structure donc l'ensemble des structures intérieures porteuses à gauche dans le plan, à droite pardon dans le plan, et puis en coupe les planchers qui sont tous en solivage bois et structure métallique porteuse primaire. Donc ça c'est état existant. Et là encore je pense que c'est dans le bâti ancien qui a été un peu évoqué tout à l'heure, c'est je pense toujours très
un bâti toujours très... C'est des vieilles dames, enfin c'est un bâti avec lequel il faut prendre beaucoup de soin. Et là, donc toutes ces maçonneries, c'était des maçonneries de petits moellons assisés avec des enduits, avec des mortiers à base de terre, d'argile. Donc on a complètement déshabillé toutes ces maçonneries mises à nu. On a reconstruit l'ensemble des planchers. En conservant les poutres existantes tant que possible avant de les découper. On attendait d'avoir remis un peu les nouvelles poutres pour chaîner l'ensemble de la structure. On a procédé donc étage par étage, et puis donc l'isolation de ce bâtiment, on l'a réalisé avec, puisque c'est un peu le sujet aujourd'hui, le béton de chanvre qu'on a appliqué en 12 cm intérieur avec deux types de finition intérieure, soit un fermacelle qui était donc appliqué contre le béton de chanvre avec une petite ossature bois noyée dans le béton de chanvre qui n'est pas sur notre détail, qui est un détail un peu simplissime. Alors c'est assez marrant de penser que l'intervention peut se résumer comme ça à deux couches qu'on applique. Il y a quand même un tout petit peu plus de complexité. Mais on a aussi mis des enduits à la chaux dans certaines parties. Le bâtiment il a été terminé avec un enduit plâtre chaud sur la façade extérieure parce que les ABF souhaitaient absolument qu'on ait ce type d'enduit, ce qui n'était pas tout à fait nous ce qu'on aurait souhaité, mais bon, on n'a pas toujours le choix face aux ABF. Et là on voit donc la projection intérieure. Alors un petit mot intéressant, c'est que, et je pense dans les filières biosourcées, géosourcées, on est souvent dans ce genre de configuration. L'entreprise là a fait son premier chantier chanvre avec nous. Donc elle s'est formée. Vous voyez sur le chantier de dos, c'est Gérard Lenain qui est formateur construire en chanvre et qui a donc formé l'entreprise en même temps qu'il les a un peu suppléés dans la mise en œuvre de notre doublage isolant chaud chanvre. Et donc dans ce bâtiment qui faisait 400 mètres carrés, la projection, ça a représenté 3 jours un peu à plein avec une journée de préparation, une journée de finition. Donc ça va quand même assez vite. Ce bâtiment, il est instrumenté avec le concours du CEREMA grâce à la mobilisation des 2 CAUE du 77 et de l'Essonne qui se sont associés. Et le CAUE du 77 avait un petit financement qu'ils ont décidé de mobiliser pour qu'on puisse faire des campagnes de mesure. Donc en fait, on a dans le bâtiment, vous voyez, des petites zones rouges dans les murs à différents endroits. Donc on a dans ces différentes zones, donc différentes expositions, on a mis différents types de revêtements. Et donc dans le doublage isolant qui fait 12 cm, on a mis 4 sondes de température et d'humidité relative qui nous permettent de suivre l'évolution du comportement hygroscopique du matériau. Et ça, c'est un petit résultat qui est issu des premières mesures réalisées donc, sur l'hiver dernier. Et donc on voit quelque chose de très intéressant, c'est que vous voyez que on est dans un matériau homogène, donc les lois de la physique nous disent la variation de température et la variation d'humidité, c'est des choses qui devraient être relativement linéaires, mais il y a une cassure, il y a une brisure au milieu. Or, je me réfère à des études menées par Mike Lawrence en laboratoire, qui avait démontré exactement le même genre de comportement, parce que vous avez à nouveau ici un mur en situation un peu hivernale entre 20 degrés côté intérieur à droite et puis 5 degrés à gauche. La courbe de température, c'est la courbe rouge qui part de 20 et qui descend à 5, et puis la courbe verte, c'est la courbe de variation d'humidité. Il se passe des trucs, alors je vais pas avoir beaucoup de temps pour rentrer là-dedans, mais il se passe des trucs très très intéressants et très complexes. L'humidité disparaît, vous voyez elle augmente puis elle se stabilise, et la température elle-même arrête de chuter. C'est-à-dire en fait il y a un apport de chaleur. Bon ça c'est comportement hiver, on a un apport de chaleur par transfert de chaleur latente. Donc c'est des incidences du comportement hygroscopique que j'ai cité tout à l'heure.
exactement. Et c'est vrai qu'on est très très content que dans nos mesures, on arrive à retrouver des résultats qui sont très démonstratifs et qui sont en laboratoire. Donc on continue toutes ces recherches avec le CEREMA. Et alors, donc, je ne vais pas m'éterniser parce que le temps manque, mais à quoi ça tient? Ça tient à la complexité de ces matériaux. Donc vous voyez là quelques images du béton de chanvre au microscope. C'est un matériau avec une porosité d'une très grande complexité, à plusieurs échelles, qui crée des effets un peu comme les sondes de Picot, des effets de pompage capillaire très puissant, hein, qui donc est lié au fait qu'on a d'abord une grosse porosité qui se complète avec une porosité un peu plus fine dans la chaîne VOT et une porosité encore plus fine quand on regarde les grains de chaux. Là, c'est des grains de chaux au microscope. Et donc, à chaque fois, j'ai fait un saut. Je suis passé du millimètre au micromètre au nanomètre. Hein, donc, tout ça, ça crée une pompe à eau très, très efficace. Et pour conclure, parce qu'on peut aussi utiliser le chaud-chanvre dans le cadre de ravalement. Donc, on a toute petite opération qu'on a réalisée avec North by Northwest, qui a reçu des prix, alors je ne sais plus lesquels, mais Fibra Awards ou ce genre de truc, ou Terra Fibra. Enfin, on est toujours très content. J'oublie de les mentionner, j'en suis désolé. Mais donc, c'est un sujet qui a été un peu évoqué tout à l'heure. Donc, dans ce petit bâtiment, il y avait une façade très qualitative, classée en partie, ou inscrite, hein, enfin je sais plus, en tout cas elle était remarquable. Et donc les copropriétaires ont entendu parler du matériau. Un des copropriétaires était venu visiter un de nos chantiers, et donc il avait décidé de mobiliser tous ses collègues, tous ses copropriétaires pour essayer de faire un ravalement chaud-chanvre. Donc ils sont venus nous chercher. Et puis nous, on n'avait jamais fait ça. Mais donc, on a fait ce petit ravalement pour eux, chaud-chanvre, et on a réussi à conserver toutes ces modénatures. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est que ces gens-là, le chantier à peine fini, ils nous disaient tout de suite, ah, c'est formidable, on voit tout de suite le changement. Alors qu'on a fait simplement un enduit isolant extérieur, donc c'est très très peu isolant, hein. On n'est pas du tout à des niveaux de performance très élevés, mais je pense que l'apport hygroscopique est très notable, en plus du fait que ça contribue à préserver ce patrimoine, ce qui était leur motivation première, je pense. Alors simplement, quelle est l'épaisseur de l'enduit? Donc ça donnera réponse à... J'ai des petites... du coup, je ne peux pas vous raconter tout ça en détail, mais on a quand même mis 8 cm d'enduit chaud-chanvre pour partie et 2 cm de finition, donc c'est quand même un peu épais. Mais on avait donc, vous voyez quelques photos, on a gratté toute la maçonnerie, et là où on avait les modénatures, on les avait conservées tout simplement, accrochées, et donc ces parties-là, elles ne sont pas isolées, hein, ça aurait été un peu compliqué. Voilà. Mais globalement, ça fait un effet qui était relativement bon. Merci, malgré le... Voilà. Le timing serré, toujours. Ouais. Il y a de la place juste pour 2 questions. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le chaud-chanvre enregistré que dans les références que j'ai données tout à l'heure sur les filières, vous avez là, en référence Construire en chanvre que tu as cité, et chanvrerie en circuit court. Et sinon, j'ai cité tout à l'heure le site de la structure associative qui fait de la veille et de l'expertise dans laquelle je bosse, où il y a téléchargeable un article sur le béton de chanvre. Je crois de tête, c'est béton de chanvre, de nombreuses opportunités. Par rapport à ça, c'est un article que j'ai écrit il y a quelques années pour Maison Paysanne de France. Et tu citais l'antériorité, effectivement, le béton de chanvre a 31 ou 32 ans maintenant. Voilà, le premier bâtiment sur lequel je suis intervenu, c'était dans le Sud-Drôme, c'était dans le 9, et on a découvert beaucoup de choses depuis. 2 questions. Ah, une question là-bas au fond.
Je vous invite à ne pas regarder votre montre et vous dire qu'on est sans doute dans le timing puisque vous n'avez pas faim et que tout se passe bien. Bon, merci beaucoup. Eric Auberçon, architecte. Donc moi, je suis très, très interpellé là. Il y a quelque temps, j'ai eu un projet comme ça pour une bâtisse ancienne, en Savoie, où j'ai voulu mettre en œuvre béton chaud chanvre pour des particuliers et qui voulaient notamment aussi se faire subventionner ANA. Et le souci, c'est que ça a été infaisable parce que ça ne passait pas aux subventions ANA. Ou alors, il aurait fallu que j'ajoute des épaisseurs telles que je rendais... On était sur une typologie de fermette ancienne avec des pièces assez étroites. Et je devais aussi bien travailler en extérieur qu'en intérieur, mais fallait malgré tout équilibrer les choses. Enfin, je ne vais pas vous passer le détail, mais toujours est-il que ça ne passait pas. Et donc, moi, j'ai quand même une question parce que je suis vraiment très intéressé par cette technique, mais j'aimerais savoir ce qu'il en est, et peut-être la question s'adresse aussi à Monsieur Courget, ce qu'il en est des positions de l'ANA, donc de l'État et de l'ANA, par rapport à ce matériau, puisque dans les grilles de calcul brutes telles qu'elles sont utilisées actuellement, ça ne passe pas. Ça fait partie, en tout cas, voilà, ça fait partie des blocages qu'il peut y avoir sur certaines solutions techniques, sachant qu'on avance sur ces sujets-là, mais il y a ce blocage-là, mais il y a de la maturité aussi à gagner, je dirais, des deux parties. Je dirais, c'est pas, la filière chanvre n'est pas hyper vieille. Voilà, savoir comment vendre la chose. Voilà, il y a énormément de progrès, je l'ai avoué tout à l'heure, depuis 30 ans. Et ça avance tout doucement, mais effectivement, c'est un blocage qui existe encore sur ce sujet-là. Surtout avec ce que tu n'as pas dit, c'est que les bétons de chanvre, selon s'ils sont projetés, mis en œuvre manuel, tu l'as dit, entre béton de chanvre et projeté, je dirais, on passe quand même d'un lambda, selon le produit, entre 0,07 et 0,21, donc de 1 à 3. Donc on ne peut pas mettre béton de chanvre ou conglomérat chanvre chaud, tout dans le même paquet, surtout que c'est chaud, mais chaud adjuvanté. Voilà. Donc c'est une famille, pour moi, c'est vraiment une piste intéressante, avec un potentiel phénoménal. On a avancé en 30 ans, mais je dirais il y a encore... la suite a besoin d'être écrite pour que ce soit facile. Deuxième question. Je voulais juste répondre au nom de l'ANA, du coup. Sans rentrer complètement dans les détails, effectivement, c'est quelque chose qu'on a identifié, d'où ma présence ici aujourd'hui. Je voudrais vraiment le souligner. Alors, il existe différents... Enfin, si vous avez des projets ou quoi de ce type-là, il faut savoir qu'il y a différentes typologies d'aides. Certaines qui sont plutôt liées à la rénovation globale. On va aller plutôt chercher le gain énergétique au global avec justifié grâce à une étude thermique. Et donc là, ça peut passer. Par contre, effectivement, il y a tout un tas de dispositifs où on demande une résistance thermique minimale posée directement sur le mur ou quoi que ce soit. Et on est à 3,7. C'est valable par exemple pour les certificats d'économie d'énergie. C'est valable pour MaPrimeRénov' en geste par geste aussi. Et là, malheureusement, effectivement, c'est très pénalisant de manière générale pour tous les matériaux isolants qui demandent une épaisseur plus importante. Voilà. Mais voilà, sachez que c'est des choses qui sont en cours de réflexion évidemment, et tous les projets en rénovation globale, et je pense quand même sur des gros projets comme ça, on est plutôt en rénovation globale, les dispositifs de l'ANA ont fait que normalement ça peut passer. S'il y a des problèmes avec les délégations locales, parce que c'est des sous-registres de délégation, il y a des exemptions, on va dire à la règle pour ça. Donc voilà, si ça pose problème, il faut un petit peu insister, on va dire ça comme ça. Normalement, depuis à peu près 2 ans, les choses ont été normalement à peu près mis en place pour faciliter ce genre d'initiative. Voilà. Ouais, je me permets de dire aussi un petit mot, parce que donc là, nos copropriétaires qui ont fait ce ravalement, ils ont pris aussi le parti. Ils auraient pu mettre une ITE quelconque et toucher des subventions. Ils ont pris le parti de faire une croix sur les subventions au profit du patrimoine. Ça, c'est quand même vachement important à entendre. Et
aussi, deuxième effet qui se coule, c'est réduction des impacts environnementaux. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces techniques-là, qui permettent de réduire sensiblement les impacts environnementaux, elles ne sont pas valorisées pour ce point-là. Et il faudrait qu'on puisse équilibrer les choses, non pas en bilan global uniquement thermique, mais il faudrait qu'on puisse valoriser ça en bilan global carbone. Et là, peut-être que ces solutions, elles passeraient. Mais elles passeront jamais avec un R de 3,5. On arrive à un moment où ça devient trop coûteux. Et donc, on met trop de matière et c'est trop problématique. Il faut vraiment faire un effort sur la prise en compte de ces matériaux biosourcés. Aujourd'hui, ils sont totalement négligés. Il n'y a que des gens qui ont un peu les moyens qui vont pouvoir le faire et les autres, ils n'y arriveront pas. Et c'est vraiment pas gagné du tout. Hein, parce que on sait bien qu'en face de nous, il y a plein d'autres techniques plus performantes, mais qui posent des tas d'autres problèmes, de sinistralité notamment. Dans les initiatives aussi qui permettent de faire avancer le Schmilblick, et ça va faire un petit peu le lien avec Sébastien Lefebvre, même si on va reprendre une deuxième question quand même pour pas être complètement frustré là. J'ai participé avec Effinergie à un projet de label expérimental Effinergie Patrimoine qui a pour objectif justement de faciliter pour les bâtiments complexes, pour des raisons patrimoniales, l'accès à un label, c'est-à-dire amener un peu plus de souplesse par rapport à ça. Donc c'est en réflexion, c'est-à-dire que la situation de blocage que vous avez repérée, vous avez déjà eu une première réponse de l'ANA en disant c'est pas blocage dans toutes les situations, hein, et on est en train d'avancer, mais je dirais on bouscule pas une montagne comme ça, quoi. Donc ça avance dans le bon sens. Effectivement, ça avance pas forcément, tout n'est pas mature encore. Peut-être une deuxième question, deuxième et dernière question. Alors, ça va être assez similaire, mais c'est du coup comprendre. Il y a une exigence en RT en rénovation, RT rénovation. Vous avez un R qui est sûrement pas à 3,7 qui est demandé. Comment ça a été fait comment ça a été simplement possible réglementairement? J'ai pas les valeurs de R là. Je pense pas qu'on soit effectivement à 3,5. Alors moi j'ai la réponse, puisque l'ART qui demande des minimums par rapport à ça, il y a des exemptions pour les bâtiments anciens, pour les matériaux anciens. Et 99,9%, parce qu'il faut quand même se garder une petite possibilité, mais des bétons de chanvre sont faits sur des matériaux anciens. Donc le R minimum pour être réglementaire ne s'applique pas aux murs sur lesquels le béton de chanvre est posé. Oui, et puis on est à chaque fois dans des cas de RT par élément. Hein. Il n'y a pas de RT global en fait. Hein, Oui, mais il faisait référence à l'ART par élément, où le R minimum, à partir du moment où on fait une isolation, un R minimum est demandé, mais à l'exemption des bâtiments classés ou des murs ou sols avec des techniques anciennes. Et là, on est dans le cas. J'ai jamais vu de béton de chanvre fait sur du parpaing en aglo ou du béton de chanvre ou du béton armé, quoi. Ça pourrait se faire, mais je dirais là, effectivement, ça mettrait le professionnel, mais plus exactement le propriétaire, en porte-à-faux vis-à-vis de ses obligations réglementaires. On se branche sur... Merci. Voilà.